Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo consacrée à cette formation des bases du logiciel Blender. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière vu qu'on va faire une FAQ, donc Frequently Asked Questions, c'est-à-dire que j'ai répertorié quelques questions qui m'ont été posées plusieurs fois, ou même des questions que j'ai trouvées pertinentes. Donc sachez qu'à chaque fois que vous posez une question, soit en commentaire, ou j'ai même reçu des mails de personnes qui me posent des questions, j'y réponds relativement rapidement, donc d'ici 24 ou 48 heures. Mais c'est vrai que souvent, c'est plus facile de répondre à travers une vidéo que de manière écrite. Donc c'est beaucoup plus explicite de vous montrer directement la solution à votre question. Donc je pense que de temps en temps, donc tous les mois, tous les 2 mois, en fonction du nombre de questions que j'ai, j'essaierai de regrouper, donc là j'ai 5 questions par exemple, je pense qu'en termes de timing pour la vidéo, ça va être bon. Je vais essayer de regrouper des questions intéressantes pour y répondre parce que je me dis que si une personne a cette question, ben forcément il y en a d'autres qui ont potentiellement le même problème. Donc première question de Luc Book. Merci pour ton partage impeccable, je souhaite faire une animation autour d'un objet à 360 degrés. Comment fait-on pour ne pas avoir un saut d'image entre la fin de la vidéo et la reprise du début de la vidéo? Merci par avance pour ta réponse cordialement. Alors d'abord, merci pour ton commentaire. C'est vrai que lors de la vidéo sur l'animation, on avait fait une animation en art de cercle et j'avais pas expliqué comment on peut faire une animation en 360 degrés. Donc rapidement, je vais créer un objet de type empty. Je vais créer un lien de parenté entre ma caméra et mon empty avec CTRL-P Object. Du coup, quand je fais une rotation avec mon empty, on avait une rotation de la caméra, si je me mets en vue 0, autour de mon cube. Donc ça, normalement, on l'a déjà vu. Donc maintenant, on va passer à la partie animation. Alors, il y a deux méthodes pour faire ce que tu demandes, Luc. Il y a la première qui est un petit peu, on va dire, la méthode non officielle qui permet un petit peu de trafiquer dans les settings de Blender pour avoir quelque chose qui va boucler. Mais on va voir que c'est pas top, je vous expliquerai pourquoi. Et il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus intéressante parce qu'elle me permet d'obtenir un résultat, on va dire, plus utilisable dans la plupart des scènes 3D. Donc la première des solutions, c'est la suivante. Imaginons que je vais faire une boucle de 100 frames. Je vais aller à la frame numéro 0, je vais faire I et je vais faire Rotation. Je vais ensuite aller à la frame numéro 100, je vais faire RZ 360 et je vais faire I Rotation. Donc ça, normalement, vous savez le faire. Maintenant, si je vais sur 0 et que j'appuie sur Espace, on voit que j'ai bien ma caméra qui tourne autour, qui arrive à la fin et qui s'arrête. Donc déjà, première chose, je peux aller dans le Graph Editor, faire un T et me mettre en linéaire pour avoir une animation linéaire et éviter cet adoucissement que fait Blender par défaut lors des animations. Donc maintenant, si je retourne à la timeline, on s'aperçoit que lorsque j'arrive à la fin, ma caméra s'arrête. Donc on va dire la première astuce, la première solution pour réaliser, on voit qu'on a fait une animation de 0 à 100. Je peux aller ici dans le Output Properties et tout simplement indiquer à Blender, ton animation, tu me l'as fait en partant de 1 et en t'arrêtant à la frame numéro 100. Et du coup, là, si j'appuie sur 0, par exemple, pour me mettre en vue caméra, et que je fais espace, on voit que j'ai ma rotation, on peut suivre la timeline en bas, et quand ça va aller à 100, en fait, ça va reset à 0. Donc là, en fait, on a tronqué, on a rogné en fait la timeline de Blender, et c'est une astuce qui permet d'avoir une animation infinie qui tourne en boucle. Donc ça peut être utile si vous voulez faire uniquement une animation autour d'un objet. Maintenant, imaginons que je veuille animer autre chose en fond, ou l'environnement, ou d'autres animations sur ma caméra, et que je veuille que mon animation dure à l'infini, donc par exemple jusqu'à 5000. Moi j'ai mis 500, on peut mettre 5000, avec des animations en fond et malgré tout quelque chose de circulaire autour de mon objet. Mais on a une autre méthode qui est beaucoup plus intéressante. Je vais aller dans le Graph Editor, ici. Je vais sélectionner à gauche, en dépliant mon Object Transform, mon axe sur lequel s'effectue la rotation. Donc nous, c'est l'axe des Z. Je sélectionne. Je peux cliquer en haut à droite sur la petite flèche qui me permet d'ouvrir cette fenêtre. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Et là, on a quelque chose qui s'appelle modifier. Et je peux créer un modifier en cliquant sur un modifier de type cycle. Donc il y a différents paramétrages qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mais là, on voit que déjà, ça nous a créé une courbe sinusoïde, enfin circulaire, cyclique, voilà, pardon, qui va dupliquer notre pattern d'animation. Donc si j'appuie sur 0 en vue caméra et que j'appuie, je peux me remettre même en vue timeline pour vous montrer que du coup, on est bien de 1 à 5000. Et là, si j'appuie sur espace, on a une première rotation jusqu'à la frame 100. Et là, ça recommence et on n'a aucune coupure. Donc l'animation est continue à l'infini tout le temps qu'on a mis ici et même au-delà des bornes. Donc ça crée les courbes même en sortant de l'animation. Donc ça, c'est vraiment très pratique
Vous voyez, ça veut dire que le jour où je veux agrandir mon animation, bon l'affichage bug un petit peu parce que je suis trop dézoomé, mais le jour où je veux agrandir mon animation, on a le cycle qui continue. Donc voilà pour la première question, j'espère que j'y ai répondu et que ça a été explicite. Ensuite, deuxième question de Bob l'éponge officiel. Bon, c'est pas n'importe qui Bob, donc il faut répondre de manière assez précise. Nickel comme d'hab, merci. Merci à toi Bob. Du coup, comment tu ferais pour joindre deux objets et n'en faire qu'un seul? Alors ça, c'est un commentaire que j'ai eu sur la vidéo de modélisation de la lampe, où je disais que c'était bien toujours d'avoir un seul objet lorsqu'on modélisait, pour des principes d'animation, d'export et tout, c'est beaucoup plus propre. Donc imaginons que je veuille fusionner, je vais rajouter une sphère que je vais déplacer, ma sphère avec mon cube. Je vais dupliquer tout ça, et je vais vous montrer deux méthodes. Donc comme pour le principe d'animation, il y a une méthode qui est très rapide, mais qui n'est pas extrêmement propre, vous allez comprendre pourquoi, et une méthode qui est beaucoup plus optimisée, beaucoup plus utilisée, et beaucoup plus mieux en termes de rendu de maillage final, parce qu'il va nous optimiser les maillages que l'on a joints. Donc la première méthode, donc là on voit que j'ai deux objets différents entre mon cube et ma sphère, c'est que je vais sélectionner les deux objets que je veux lier, et je vais faire tout simplement le raccourci CTRL-J. Je rappelle que le raccourci s'affiche en bas à droite. Là, j'ai fait CTRL-J et on s'aperçoit que maintenant, quand je bouge mon objet, on en a un seul. Normalement, on peut se dire, bah, c'est nickel, j'ai un seul maillage. Le souci, c'est que si je passe en mode édition, par exemple, et que je me mets en vue par transparence, ben on voit qu'en fait, Blender, il ne s'est pas embêté. Il m'a fusionné les deux maillages, mais il n'a pas géré le chevauchement qu'il y avait présent entre ma sphère et mon cube. Donc ça, on peut le faire si deux objets sont éloignés, mais si les deux objets rentrent dans l'autre, c'est pas optimisé. Dans la deuxième méthode, qui est beaucoup mieux, vous allez le voir, je vais sélectionner mon cube, je vais ensuite aller dans Modifier Properties, et je vais rajouter un modifieur de type Boolean. Et une fois que j'ai ceci, je vais sélectionner Union, et dans Object, je vais pouvoir sélectionner ma sphère. Donc les Booleans, ça permet de gérer en fait, comme les espaces en mathématiques avec les A inter B, etc. On peut faire des unions, des différences et des intersections. Sauf que là, c'est en 3D. Et l'union, ça va me permettre de faire une union entre les deux objets. Donc là, maintenant, si je fais Apply, on voit que si je bouge un objet, j'en ai bien un seul. Il m'a gardé mon ancienne sphère, donc je peux la sélectionner et faire supprimer. Donc, à première vue, pas de différence entre ces objets. Mais si j'appuie sur Édition avec Tab et que je me mets en vue X-ray, c'est-à-dire en vue à travers, on voit qu'il m'a bien enlevé les parties chevauchées entre mes deux objets. Donc ça, c'est optimisé pour différentes raisons. La première, ben, il y a beaucoup moins de faces à calculer ici, parce que là, on a plein de faces à l'intérieur qui sont inutiles, alors que là, on n'en a pas. Et ensuite, pour les UV, pour le texturing, pour les animations et autres, là, on retombe sur les mêmes problèmes lorsqu'on fait une modélisation avec plusieurs objets, en fait. Donc ça ne résout pas vraiment le problème. Donc toujours utiliser la méthode des booléens, sauf, comme je vous l'ai dit, dans le cas où vous avez deux objets qui sont éloignés. Ou vous pouvez directement faire un CTRL-J, et ça fera exactement le même résultat, vu qu'il n'y a rien qui va se chevaucher. Donc ensuite, question numéro 3 de Thomas, qui, soit dit en passant, possède un logo exceptionnellement joli. Petite question Michael, comment puis-je supprimer les faces que j'ai créées en double lors de l'extrusion? Comme toi, j'aime bien que mes modélisations soient propres. Merci d'avance et continue ces super vidéos. Merci à toi pour ce commentaire. Alors je vais vous montrer pareil, comment supprimer des points qui se chevauchent. C'est vrai que j'avais dit dans ma vidéo qu'on pouvait sélectionner une face, faire une extrusion avec E et faire échappe. Et là, certains pourraient se dire, ben, l'extrusion est annulée, mais en fait, si je fais G, on voit qu'elles sont superposées. Donc je vais, hop là, supprimer de suite ce cube à droite et dupliquer celui-là, comme ça j'ai la superposition qui est créée. Donc on a différentes manières. La première, c'est en faisant ce qu'on appelle un merge manuel. Un merge manuel, c'est quoi? Donc si je fais CTRL-R et que je mets un split ici, j'ai possibilité dans Blender de sélectionner deux points, d'appuyer sur M. Donc pour ceux qui utilisaient les anciennes versions de Blender, c'était Alt-M, le raccourci de merge, maintenant c'est M, et de faire par exemple At Last, et là, il me fusionne mes deux points, et j'en ai plus qu'un seul. Mais on pourrait très bien passer en vue fil de fer, sélectionner avec B mes deux points, faire Alt-M, M, pardon, ça a changé, First, et maintenant si je sélectionne mon point, j'en ai plus qu'un seul. Ce serait un petit peu long de faire ça sur l'intégralité de mes points, sachant que je ne sais pas, à la fin d'un objet, des fois peut-être que j'ai fait des extrusions que j'ai annulées, que je ne me souviens pas exactement où c'est. Donc on a quelque chose dans Blender qui est automatique. Donc là, je vous prouve bien qu'on a deux points. Je sélectionne tout avec A, je fais M, le même raccourci, et là je vais faire By Distance. Et By Distance, ça fait quoi? Si je clique, je vais un petit peu augmenter cette fenêtre.
on a ici une petite pop-up qui est éditable avec le Merge Distance. Et ça, en fait, c'est le threshold, c'est-à-dire c'est le seuil à partir duquel Blender va considérer que les points sont confondus et qu'il doit les fusionner. Donc, bien évidemment, si j'augmente, là, mon cube va se transformer en arête, une diagonale, voilà, parce que c'est les deux points les plus éloignés. Et si je réduis, comme au début, voilà, il va me fusionner certains points. Donc là, par exemple, si je sélectionne ce point-là, maintenant, il est fusionné. Donc ce seuil, ça permet vraiment de définir la distance à partir de laquelle Blender va fusionner les points. Mais par défaut, le 0001, considérez que si deux points sont superposés, ils sont à une distance de 0 théorique, entre guillemets, même s'ils sont un petit peu décalés, ils vont être fusionnés. Donc voilà Thomas, comment gérer ce problème d'extrusion. Très bonne question. Ensuite, une autre question. Hello Michael, petite question à propos du Shaders Editor. Tu utilises un fichier JPEG PNG, mais vu qu'en branchant que le PNG fonctionne aussi, est-ce que tu viens de rajouter d'avoir le JPEG en plus? Alors là, ça va être assez rapide. Je vais juste rajouter un plan, créer un nouveau matériau, aller dans le Shaders Editor. J'ai déjà prévu d'importer les images. Ok. Et là, si je mets un image texture, voilà, et que je relie à la base color, je vais d'abord relier mon image JPEG. Donc on voit que si je passe en vue rendue, je vais aller en cycle, c'est toujours mieux. Voilà, on a tout simplement une image avec un signal RGB. Donc on le voit ici, Color Space RGB. Donc sachez qu'on va tout le temps utiliser le JPEG pour une base color, par exemple, parce qu'il a des informations de couleur. Contrairement au PNG, donc le PNG c'est la même image, sauf qu'il y a un canal alpha tout autour. Un canal alpha c'est quoi? Vous allez très vite le voir. Le canal alpha, c'est quelque chose qui indique à Blender qu'il y a de la transparence. Donc seules les images au format PNG peuvent avoir, enfin il y a également du GIF, etc. Mais entre JPEG et PNG, seul le PNG peut avoir du canal alpha, c'est-à-dire de la transparence. Chose que le JPEG ne peut pas faire. Donc pour faire simple, à chaque fois qu'on va utiliser une base color, on va utiliser du JPEG parce qu'il est en color space sRGB, alors que le PNG, on va le mettre par convention en non-color parce qu'on veut utiliser en fait son canal alpha qui est présent ici, que je peux relier, et qui me permet d'avoir donc une image en noir et blanc. Donc on voit que tout le noir là, c'est un alpha à 100%, à 0%, pardon, c'est-à-dire du transparent, et là, on a quelque chose qui n'est pas opaque. Donc ça va être très utile, par exemple, si je fais du mix RGB, voilà, je peux mettre ma couleur ici, et je peux utiliser cet alpha pour le factor. Et du coup, je peux avoir deux couleurs qui sont définies avec cet alpha-là. Donc il faut vraiment retenir qu'on va utiliser une image JPEG pour les couleurs et une image PNG pour tout ce qui est calque alpha. Et en branchant le PNG, ça fonctionne aussi parce que là, en l'occurrence, on avait exactement la même image. Et normalement, tu dois avoir une petite différence entre le JPEG et le PNG, même si je relie ici la color. Donc là, je suis en non-color, mais si je me remets en sRGB, on a ceci pour la base color. On a quelques différences de teinte de couleur entre le PNG et le JPEG bien souvent. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, des fois il y a des bugs quand on essaie d'afficher des PNG. Pourquoi? Parce que Blender, il essaie de créer un cadre en fait entre les pixels qui possèdent un canal alpha à 1 et à 0. Des fois c'est un petit peu bugué. Donc toujours utiliser le JPEG pour des couleurs. Et ensuite la dernière question. Salut! Donc de Mathis Boscher Precosta. Salut, super tuto, merci beaucoup. Juste une question. Comment peut-on faire un chemin en terre? Si l'on modifie la texture pour en faire une texture de terre, ce sont aussi des brins d'arbres qui se transforment en terre. Ok, donc j'avais pas lu la question en entier, mais je savais que ça traitait sur les particules. Du coup, j'ai pas réfléchi à la réponse, mais je sais comment on va la réaliser. Je vais juste ouvrir à côté, hop là, un matériau de terre. Normalement, j'ai un. Ok, nickel. Alors, comment faire ceci? Mais c'est relativement simple. On peut indiquer à Blender, lorsqu'on utilise un système de particules, quel matériau utiliser pour les particules et quel matériau utiliser donc passivement pour le sol. Donc, je vais aller ici, dans mes matériaux. Le premier, je vais l'appeler herbe. Voilà. Je vais en créer un second que je vais appeler sol. Tout simplement. Le sol, je vais le mettre voilà, en marron pour qu'on puisse facilement le voir. Après, je vais créer un matériau rapide. Et maintenant, je vais aller dans mon système de particules ici, Particle Properties. Et si je vais dans Render, j'ai bien mon matériau qui est défini sur herbe. Donc, il va utiliser le matériau herbe pour toutes les particules. Maintenant, pourquoi mon sol n'est pas de la couleur terre que je viens de créer? Mais parce qu'il faut indiquer à Blender, parce que par défaut, il va prendre l'index numéro 1,
dans la touche tabulation que tout ceci, c'est bien du sol. Donc là, je peux faire assign, j'ai tout marron. Et si je passe en mode object, j'ai bien mon herbe qui est verte et mon sol qui est marron. Donc là, je peux m'amuser, je peux aller dans le Shaders Editor. Je peux mettre, hop là, de la color. Donc tout ça, normalement, vous le savez, mais ça va me permettre de vous montrer autre chose qui est assez sympa avec le displacement qu'on n'a pas encore vu, il me semble, en vidéo. Donc je vais le supprimer d'ici, c'était juste pour l'importer. Donc je peux mettre la color sur la color, la roughness sur la roughness, bien évidemment. Le normal, j'ai juste à rajouter avec Shift A un vecteur de normal map avec la color sur la color, normal sur la normale, et me mettre en non-color data. Et je vais rapidement aller dans l'UV Editor, passer en mode édition. Je vais ouvrir mon ground et je vais augmenter un petit peu son échelle. Ok, donc là, j'ai répondu à ta question. On a bien créé un chemin avec de l'herbe à côté. Donc maintenant, je peux utiliser ce qu'on appelle du displacement. Donc ça me permet de vous rappeler que si je vais dans les modifieurs, c'est important la hiérarchie. Pourquoi? Parce que là, je peux rajouter un modifieur de type displace qui est normalement présent ici. Je peux faire une nouvelle texture. Ensuite, je peux aller dans texture et dire à Blender, tu me prends la texture displacement que je viens d'importer. Je vais faire clic droit, Shade Smooth. Je peux également rajouter un Subdivision Surface. Mais là, on voit que mes particules ne suivent plus mon sol. Donc, le displacement permet, comme vous pouvez le voir, de rajouter un petit peu des ondulations en fonction de ma texture. Donc, on a la force qui est présente ici. Donc, je peux avoir un sol un petit peu ondulé. Et ça va être tout simplement de la hiérarchie des textures. Donc, si mon particle système, je le passe en dessous, on voit que de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, on a un sol qui va être non plane, donc c'est beaucoup plus réaliste, et les particules qui vont suivre l'inclinaison de celui-ci. Et donc ça, c'est assez pratique parce que je peux toujours passer en White Paint et peindre directement mon sol pour rajouter donc de la terre, par exemple ici, là je peux en mettre également là, et si je repasse en mode object pour bien le voir, j'ai bien toujours mes particules qui sont disposées comme il le faut, avec un chemin de terre qui est présent au milieu. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, de poser d'autres questions si vous en avez en commentaire. J'y répondrai lors d'une prochaine FAQ. Je répondrai toujours de toute manière, de manière textuelle avant, pour vous apporter une solution. Et si ça me paraît un petit peu plus explicite en vidéo, je la mettrai de côté et j'y répondrai plus tard. Donc voilà, merci encore à tous d'avoir suivi cette formation. Comme j'ai dit, vous avez été très nombreux à me faire pas mal de retours positifs. Donc ça me fait plaisir, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.